Nathalie Loiseau, députée de La Joie de Vivre. Alors Nathalie, comment expliquer que le candidat patriote roumain, Simion, ait pu obtenir 40% au premier tour dimanche dans ce pays? Alors, le candidat de l'extrême droite est en effet grand favori, grandement soutenu par la Russie. Comme le précédent candidat d'extrême droite qui finalement n'a pas pu aller au bout puisque l'élection a été... C'est les Russes. Ce candidat serait soutenu par la Russie. Voyons voir. Basculement à Bucarest. Georges Simion, outsider devenu symbole d'un réveil souverainiste, salue la chute de l'élite pro-Union européenne. Les mondialistes sont à terre. Aligné sur Trump et soutenu par Steve Bannon, il promet un effet domino en Europe de l'Est, Pologne en ligne de mire. Porté par un vote populaire anti-guerre et identitaire, Simion incarne la revanche d'un peuple trahi et méprisé. Résultat immédiat, le Premier ministre Ciolacu jette l'éponge. La vague est en train de monter. Et oui, encore une fois, Nathalie Loiseau vous a désinformé avec la complicité de la presse aux ordres. Car Simion, c'est le candidat MAGA, un atlantiste pro-OTAN, version Trump donc. Il faut ajouter que le candidat roumain a des mots très durs pour le président russe. La victoire semble donc promise à Georges Simion. Il bénéficie d'une dynamique très positive et le report des voix lui est plus que favorable. Pour certains, il ne peut pas perdre l'élection. Mais prudence, déjà certains s'agitent en coulisses pour invalider ce premier tour. Au fait, combien de pourcentage pour la candidate pro-Union européenne ? Élection en Roumanie, la candidate pro-Europe, Elena Lasconi, leur Nathalie Loiseau à eux, qui s'était hissée au second tour face à Călin Georgescu en décembre 2024, n'a récolté que 2,7% des voix. Macron lui avait apporté son soutien et les Roumains, moins bêtes que les normies, l'ont vu. L'humiliation est totale pour les européistes. C'est les Russes, piaille aigrement Loiseau. Oui, tous ces européistes sont des mauvais perdants. Pologne. Un député polonais brûle le drapeau européen. Très fort, regardez ça. Un eurodéputé polonais, souverainiste et candidat à l'élection présidentielle polonaise, vient de décrocher le torchon bleu à étoile de l'Union européenne au ministère polonais de l'Industrie et il s'essuie les pieds dessus. Il y a donc un vent de colère qui se lève à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a quelques raisons objectives. La politique menée par Pustula et tous ces européistes est un échec absolu. Doit-on énumérer ? Il y a d'abord l'effondrement économique, le pacte vert, la volonté de poursuivre une guerre sanglante à l'Est, le bilan de la politique sanitaire qui nous est connu, la submersion migratoire et la corruption endémique au sein des institutions bruxelloises. La contestation se fait donc dans les urnes, les électeurs sanctionnent donc tous ces européistes. Et maintenant, il y a des fonctionnaires et des politiques à l'intérieur de l'Union européenne qui commencent à critiquer tout haut la politique de l'impératrice Orban. Pendant que Bruxelles brûle 140 milliards d'euros dans une guerre perdue en Ukraine, nous avons adopté le plus grand programme de réduction d'impôts en Europe. Nous investissons dans nos familles, pas dans des fantasmes étrangers. Certains pourraient me rétorquer « Oui, mais c'est Orban, c'est un ennemi de Pustula depuis toujours. » Mais il n'est pas le seul. La Commission peine à convaincre l'ensemble des États membres avec son plan Réarme Europe. De nombreux pays ont des déficits excessifs. La croissance est en berne et les perspectives économiques sont mauvaises. Idée de la grosse commission, augmenter les déficits de tous ces pays pour financer une armée qui va être équipée par les US. Une traîtrise économiquement débile. À ça, pour s'aborder l'industrie européenne, tous ces fonctionnaires de Bruxelles, ce sont des champions du monde. Pas une semaine sans qu'un grand patron dénonce leurs méfaits. Nous ne demandons pas d'aide, seulement qu'on nous laisse travailler, innover et apporter aux gens les véhicules plus propres, mais aussi abordables, dont ils ont envie et besoin. Entre 2015 et 2030, le coût d'une Clio aura augmenté de 40%. Cette augmentation est à 92,5% attribuée à la réglementation, affirme Luca Di Meo.
autrement dit les normes européennes. Si rien ne change, dans 5 ans, l'Europe ne sera plus une terre d'industrie, mais un simple marché. Voitures toujours plus chères, réglementation européenne plus complexe, le cri d'alarme des patrons de Renault et Stellantis. Et voilà l'aboutissement de plusieurs décennies de tchourikisation, consubstantielle à la vision néolibérale et davosite, y compris à Bruxelles, et surtout à Bruxelles. Pendant ce temps, les sachants continuent à pousser des cris d'orfraie quand Trump réimpose une politique mercantiliste. Qui peut pousser des cris d'orfraie ? Eh bien, celui qui possède la nationalité sénégalaise, Thierry Breton. Alerte info, Thierry Breton nous dit que la méthode d'Elon Musk pour réduire la dépense publique ne marche pas. Parce que celle qu'il mène en France depuis 40 ans fonctionne à 3400 milliards de dettes. L'omniprésence de Thierry Breton sur les plateaux de télévision est révoltant. Oui, j'y vois un signe de la tyrannie qui nous est imposée. Pensez, Thierry Breton a été un des plus mauvais patrons français de tous les temps. Il a coulé un nombre impressionnant de grandes entreprises. Quel autre fait d'armes ? Commissaire européen. Et c'est lui qui a mis en place la censure, ce fameux DSA limitant la liberté d'expression, dont tous les sites de réinformation souffrent. D'ailleurs, le surnom de Thierry Breton, c'est Monsieur Censure. Et ce personnage est non élu. Il ne représente strictement personne, si ce n'est la voix de l'Union européenne. Et il est invité constamment sur les plateaux de télévision, sans contradicteur. Oui, un beau signe de tyrannie. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est bobard et propagande. On vit donc sous l'emprise du ministère de la vérité officielle. Observatoire du journalisme. Un journaliste du Monde affirme à un internaute que le quotidien a touché 2,3 millions d'euros d'aides directes en 2023. En réalité, le Monde a reçu un total de 8,4 millions d'euros de subventions publiques en 2023. Et oui, s'il y a des Thierry Breton et autres européistes, c'est qu'il y a des journalistes pour leur tenir le bavoir. Et s'il y a de tels journalistes, c'est qu'ils sont financés par tout ce système. Sans l'argent de nos impôts, ces médias n'existeraient plus. Un système mafieux en somme. Virginie Joron, députée européen du Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire. Ce rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union est trop clément. En effet, à l'exception du lobbying des ONG vertes financées par Bruxelles, la plupart des scandales majeurs ne figurent ni dans le rapport, ni dans les statistiques présentées. Comment excuser l'inaction du parquet européen dans l'affaire Pfizer-Van der Leyen ? Aucune enquête n'a été menée sur d'éventuels conflits d'intérêts et sur les erreurs systématiques dans la négociation des contrats. Sur les 71 milliards d'euros gaspillés en vaccin Covid, sur les doses annulées de Pfizer à 10 € la dose, sur l'achat de plus d'1 milliard d'euros pour le Remdesivir du labo Gilead, traitement pourtant jugé inefficace contre le Covid, ou encore sur l'emprunt géant post-Covid à taux variable. Il y a de grandes spoliations et il y a des décisions inexcusables de la Commission qui ne sont dans aucun rapport. Comment autoriser le pantouflage de Thierry Breton chez Bank of America ? Confier à BlackRock d'imaginer notre futur bancaire ? Laisser sans conséquence majeure le directeur transport voyager aux frais du Qatar, confier le recrutement des fonctionnaires européens à une entreprise américaine, ou encore le blanchiment présumé d'1 million d'euros par le commissaire à la justice via des tickets de loto achetés dans une pompe à essence. De quelle crédibilité la Commission peut-elle se targuer quand elle ne respecte pas ses propres principes ? Cette commission VDL 2 veut aujourd'hui contrôler les urnes, car les citoyens refusent cette mauvaise gestion. C'est ça la solution ? Je vous remercie. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron reçoit le président syrien. Et chose surprenante, ce triste sire de Syrie n'a pas le droit de voyager. Pour arriver à Paris, il a donc dû obtenir une exemption. CNews, Louis Ragnel. Le président autoproclamé syrien, normalement, n'a pas le droit de voyager en Europe. Et donc, Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanctions auprès des Nations Unies pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. Vous savez, comme il est considéré comme un terroriste, d'organisation terroriste, eh bien, il fait l'objet de sanctions. Donc, première visite du président. On apprend que l'Élysée a donc dû demander une exemption des sanctions auprès des Nations Unies pour permettre au président syrien, considéré comme un terroriste, de voyager en Europe. Emmanuel Macron va donc serrer la main d'un triste sire. Ce pays marche vraiment sur la tête. Si nous comprenons bien,
Un politique plébiscité par les urnes en Roumanie, c'est non. Mais un tyran sanguinaire, c'est oui. La démocratie selon l'Union européenne. Une image vaut mieux qu'un long discours. L'Union européenne nous enchaîne, libérons-nous. Voilà, Emmanuel Macron s'apprête à recevoir avec les honneurs une figure plus que controversée, un dirigeant sanguinaire, considéré par certains comme lié au bourreau du Bataclan et à la mort de nos professeurs comme Samuel Paty. Déjà 1300 morts en Syrie, surtout des civils alaouites. Les chrétiens sont en danger. Le cynisme de Macron est monstrueux. Oui, Macron, ce cynique, souille les cadavres encore chauds des Alaouites, des chrétiens et des Druzes. En recevant à l'Élysée ce responsable terroriste, Macron démontre que le terrorisme de ce pays a toujours été soutenu par l'Occident. Petit rappel avec Lolo Fabius, Al Nostra, ils font du bon boulot. Hasard du calendrier ou en même temps macroniste. Macron reçoit le dirigeant syrien et hier, l'Assemblée nationale a voté pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Malgré l'opposition des insoumis, l'Assemblée vote pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Ce vote n'est évidemment que symbolique. Pour autant, la France insoumise s'y est opposée. Voici les noms. Manuel Bompard, Émeric Caron, Louis Boyard, Mathilde Panot, Andy Kerbrat. Que du beau monde, comme vous voyez. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Boualem Sansal est octogénaire. Il est atteint d'un cancer. C'est un écrivain. Et il croupit dans les geôles d'Alger, un régime totalitaire. Et les membres de la France insoumise refusent de le soutenir. Voyons les raisons. Lors de l'examen du texte cet après-midi, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, soutenu sous les applaudissements par son groupe parlementaire, a tonné que la proposition de résolution était un moyen d'instrumentaliser Boualem Sansal et de régler des comptes avec l'Algérie. Éric Coquerel, avocat de la dictature algérienne. Est-on étonné? Et puis d'autres députés de gauche ont affirmé que voter ce texte, c'était faire le jeu de l'extrême droite. Et oui, la liberté, la fraternité sont devenus d'extrême droite de nos jours. Mais vous avez compris, si vous êtes enfermé à l'étranger, la France insoumise vous laissera crever. Le fanatisme est un boa constrictor. Il a enserré la société française dans ses anneaux et serre chaque jour un peu plus. Les gens capitulent contre cette force invisible. Ça s'est passé comme ça dans tout le monde arabe. Je ne comprends pas que les gouvernants ne voient pas cela. Ces propos de Boualem Sansal nous donnent la raison de la haine de la France insoumise envers ce dissident. Le sondage dont tout le monde parle, sondage IFOP présidentiel 2027, hypothèse Attal-Retailleau, Jordan Bardella 33%, Bruno Retailleau 14%, Gabriel Attal 14%. Et Bardella pourrait l'emporter sur les candidats du centre. Ce sondage montre que malgré tout le tabassage médiatique, dont on sait que 90% des médias français sont de gauche, et malgré le matraquage judiciaire contre le Rassemblement national, Jordan Bardella est à 50% au second tour.